Madame la Présidente de la Cour pénale internationale, Madame le procureur de la Cour pénale internationale, Monsieur le haut-commissaire aux droits de l'homme de la Cour pénale internationale, Monsieur le greffier, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, je voudrais évoquer deux moments historiques de la longue et douloureuse gestation de la Cour pénale internationale. De Nuremberg à Rome, cette ville éternelle où l'humanité a porté sur les fonds baptismaux la première juridiction pénale internationale permanente chargée de juger les plus hauts responsables présumés d'avoir perpétré les crimes qui froissent la conscience universelle, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes d'agression. Ce jour apparemment ordinaire du 17 juillet 1998 a soulevé un extraordinaire espoir de justice et de paix pour tous les êtres humains et tous les peuples du monde. De New York à La Haye, un autre moment historique vécu dans la salle du Conseil économique et social de l'ONU, avec vous, Monsieur le Prince Zéine, où vous présidiez cette réunion annonciatrice de l'atteinte du seuil des 60 ratifications nécessaires à l'entrée en vigueur du statut de Rome. Ce jour mémorable du mois d'avril ensoleillé de l'année 2002 a été marqué par une immense émotion qui a envahi la salle sous un tonnerre d'applaudissements. Ce jour, une belle utopie était devenue une réalité concrète et vivante où il va falloir dorénavant conjuguer avec les relations internationales. Pourquoi cette cour est-elle devenue subitement la proie des critiques les plus virulentes, l'assimilant à une juridiction pourvoyeuse d'une justice partiale, sélective, discriminatoire, voire raciste ou injuste? Aujourd'hui, un puissant sentiment d'injustice traverse le continent africain, dont beaucoup de ressortissants perçoivent la CPI comme l'expression d'un impérialisme judiciaire qui veut punir ses dirigeants patriotes et panafricanistes. Cette perception avait provoqué ces dernières années une tension quasi permanente dans les relations entre l'Afrique et la CPI. Elle a pris les contours d'une crise qu'il faut vite circonscrire depuis le retrait de 3 États, le Burundi, l'Afrique du Sud, la Gambie. Il faut le regretter, mais il faut y voir l'expression d'un acte de souveraineté de ces États qui ont librement adhéré au statut de Rome et qui ont aussi le droit souverain de s'en retirer. Je leur lance un appel solennel en leur disant « ne partez pas ». Chacun de ces pays a au sein de l'Assemblée des États parties une contribution importante à apporter à la prévention et la non-répétition des crimes de masse.
je voudrais leur dire qu'ils ont été entendus. Comme le sont ceux qui sont restés et qui réclament aussi une justice égale pour tous, sans aucune discrimination, selon que l'on soit un État faible ou fort, ou un État riche ou pauvre. Cela signifie que nous devons engager nos actions vers 5 directions. Premièrement, il faut travailler à l'universalité de la Cour pour qu'elle passe d'une posture fictive d'universalité à une réalité effective d'une justice universelle, celle qui offre à toutes les victimes du monde, où qu'elles se trouvent, l'espoir d'une justice qui apaise le sentiment corrosif de vengeance. J'appelle donc tous les États à conjuguer leurs efforts pour convaincre les États qui ne l'ont pas encore fait à rejoindre le statut de Rome, à défendre ses valeurs et à les promouvoir partout. Il faudrait renforcer la complémentarité pour que la justice soit rendue in situ par des systèmes judiciaires efficaces et performants qui s'appuient sur les normes et garanties internationales. Ainsi, la CPI, faut-il le répéter encore, n'est qu'une juridiction d'ultime recours qui est complémentaire des juridictions nationales. Si chacun juge chez soi les crimes relevant de la compétence du statut, la CPI aura moins de travail. Mais elle restera plus qu'utile et nécessaire pour répondre aux besoins et à la quête légitime de justice de toutes les victimes souvent abandonnées à leur tragique sort. Il faudrait alors aussi réformer la gouvernance mondiale actuelle, issue de Yalta, qui font confère le droit de veto à 5 grandes puissances qui peuvent l'exercer selon leurs intérêts géostratégiques, distillant ainsi une justice à géométrie variable. Le droit de veto ne doit pas être un privilège. Il doit être une lourde responsabilité. Il doit être encadré lorsqu'il y a des crimes de masse. Sinon, les Africains comme du reste, tous les autres peuples du monde ne comprendront pas que les ressortissants et les dirigeants de certains États soient exonérés de toute poursuite alors que d'autres le sont ouvertement. D'où ce sentiment de 2 poids et 2 mesures de la justice internationale qu'il importe de corriger, tant il est vécu comme une injustice historique. La CPI est elle-même victime de cette situation. Il faudrait renforcer les moyens financiers, humains et logistiques du bureau du procureur pour qu'il puisse mener des enquêtes dans tous les théâtres de conflits du monde. Ainsi, ce ne seront plus les Africains seuls qui seront devant la cour. Les procès impliquant les ressortissants d'autres pays délégitimeront les critiques portées contre la CPI, laissant accroître qu'elle est contre l'Afrique. Alors que déjà 34 États sur 54 ont ratifié le statut de Rome, montrant ainsi une volonté de lutter contre l'impunité qui engendre les violences les plus graves, les violations les plus flagrantes des droits humains, avec son cortège de malheurs pour d'innombrables réfugiés à la recherche d'un havre de paix.
Il faudrait enfin mettre en place une communication innovante à accoupler avec les communications classiques. Mais cette communication innovante via les réseaux sociaux doit ainsi permettre de mieux faire connaître la Cour et faire partager ses valeurs et ses principes qui visent à instaurer un monde de paix qui offre à chaque individu les chances d'une vie meilleure fondée sur le respect des droits individuels et collectifs. Pour cela, il faut inclure les organes de la Cour, le greffe, le secrétariat, la défense, les avocats, la société civile, les médias, la presse, les élus, les ONG, bref, tous les acteurs de la vie sociale, de la vie économique et de la vie culturelle. Il faut partager l'idée d'une justice pour tous qui équivaudrait à une liberté pour tous, à une égale dignité pour tous et à une paix pour tous et une paix pour tous les peuples du monde. Ce jour, le temps est maussade d'or. Par analogie, faut-il dire que la Cour traverse un sale temps? On ne peut nier que c'est un moment difficile. Mais je suis un optimiste. Et je crois aux vertus du dialogue. Il faut nous attacher à engager ce dialogue constructif au sein de cette Assemblée pour que nous obtenions des consensus dynamiques fondés sur le respect et l'écoute attentive de ceux qui formulent des critiques légitimes. Ne l'oublions jamais que nous devons défendre l'indépendance et l'intégrité de la Cour qui fonde sa crédibilité. Et elle a besoin d'un appui politique et diplomatique des États et de tous les acteurs du monde. Dans un monde traversé par l'extrémisme violent et par de nouvelles menaces aux contours diffus et dangereux, il est plus qu'urgent et nécessaire de défendre l'idéal d'une justice pour tous, sans discrimination, sans distinction d'aucune sorte, pour que nous puissions vivre dans la liberté et la paix notre humaine condition dans notre commune planète. Et je vous remercie de votre attention.